Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République a regagné Conakry. Le professeur Alpha Condé a pris part à l'adoption de la nouvelle assemblée constituante tunisienne. Les populations de Mamounda la Joie, la ville Carrefour, va abriter les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance le 2 octobre prochain. Et puis, tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, les femmes de Fourcaria déposent les couteaux de l'excision. Voilà pour les titres, encore une fois, bonsoir. Le président de la République a regagné Conakry. À Tunis, le professeur Alpha Condé a pris part hier à l'adoption de la nouvelle assemblée constituante tunisienne. La cérémonie a mobilisé des chefs d'État, des personnalités internationales et une cinquantaine de délégations. Images et commentaires, Sanassi Keita. Après 3 années de moments tumultueux, le peuple tunisien s'offre une nouvelle assemblée nationale constituante. Nombreux sont les chefs d'État et de gouvernement ainsi que des partenaires au développement de la Tunisie qui ont rallié ce vendredi 7 février 2014 la capitale Tunis pour prendre part à la cérémonie de célébration de l'adoption de cette nouvelle assemblée nationale constituante. Une avancée significative qui vient poser désormais de solides bases pour la reconstruction d'une Tunisie nouvelle après la révolution de 2011. Du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, où se sont succédés plusieurs personnalités qui ont rendu un vibrant hommage au peuple tunisien pour l'esprit de maturité dont il a fait montre depuis la révolution jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, indique. Il y a 3 ans, grâce au sacrifice de la jeunesse, le peuple tunisien a soulevé un grand espoir dans le monde. Cette révolution va symboliser le printemps arabe. Nous étions tous fiers, enfin, le monde arabe va connaître la démocratie. Hélas, beaucoup de nuages se sont levés. Au moment où nous avons tous peur que le printemps arabe se transforme en hiver arabe, vous avez de nouveau repris le flambeau du printemps arabe dont vous êtes reconnaissant. En effet, je dois d'abord rendre hommage à la classe politique tunisienne qui a su surmonter ces divergences, ces différences et ont été capables de voter cette constitution qui est reprend l'histoire du peuple tunisien. N'oublions pas que le président Bouliba a été le premier chef d'État du monde arabe à reconnaître les droits des femmes. Et cette constitution, pour la première fois dans le monde arabe, au nord du Sahara, reconnaît la parité entre les hommes et les femmes. Nous sommes vraiment heureux que vous ayez pris le flambeau pour nous montrer à ceux qui voulaient le printemps arabe de voir le nouveau printemps arabe. Et cela il fallait que nous puissions remercier pour un hommage et espérer que la suite de l'élection présidentielle et de l'élection législative viendra couronner cette démarche. Nous ne voulons pas non plus toute la solidarité que le peuple tunisien a eu apporter aux autres peuples. L'OFP n'était pas ici comme siège. Donc l'Afrique doit rendre à la Tunisie ce que vous devez faire de l'ensemble de l'Afrique. Et nous espérons que de nouveau nous serons fiers de la Tunisie. Je ne terminerai pas sans être fier de me retrouver avec moi cette mardi, parce que nous avons rêvé dans le programme arrondissement, dans la région opposante, nous avons rêvé d'une Afrique nouvelle, et j'espère qu'ensemble nous allons pouvoir construire cette Afrique nouvelle. L'adoption de cette nouvelle Assemblée nationale constituante donne beaucoup d'espoir pour la nouvelle Tunisie qui se tourne résolument vers un avenir radieux. C'est du moins ce que souhaite le président de la République, professeur Alpha Condé, au peuple tunisien qui vient sans détour écrire une nouvelle page de son histoire. On craignait que le printemps arabe devienne l'hiver arabe, mais grâce à la volonté du peuple tunisien et surtout à la responsabilité de la classe politique qui, malgré ces divergences, a pu se concerter et faire une constitution qui est presque révolutionnaire. Et la Tunisie a repris de nouveau le flambeau du printemps arabe, ce qui est une grande
grande satisfaction et qui nous donne beaucoup d'espoir. Un espoir qui est fruit d'un long soulèvement populaire du peuple tunisien et qui a aussi occasionné d'importantes manifestations dans le monde arabe, qu'on a tout simplement appelé le printemps arabe. Aujourd'hui, la mise en place de cette nouvelle Assemblée nationale constituante, avec la participation de toutes les couches sociopolitiques tunisiennes, vient ainsi mettre fin à de multiples contestations de rue, avec l'espoir surtout d'organiser très rapidement les élections présidentielles et législatives. A signaler que cette nouvelle assemblée constituante est la deuxième de la République de Carthage depuis son indépendance. À Conakry, audience à l'Assemblée nationale, le président du Parlement guinéen a reçu le directeur des opérations de la Banque mondiale pour 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée. L'entretien était axé, entre autres, sur les possibilités d'investissement de la Banque mondiale dans les secteurs de formation, d'équipement et de communication. Par ailleurs, Claude Kori Kondiano a été reçu par l'archevêque de Conakry. François Lama pour le résumé de ces audiences. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso étaient venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les nouvelles approches du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté en Guinée. L'émissaire de la Banque mondiale a aussi écouté le président et les vice-présidents de l'institution sur les domaines que la Banque mondiale devrait appuyer en termes de formation des députés, d'équipement, mais aussi de la communication. Le président de l'Assemblée nationale a par la suite rassuré la Banque mondiale de sa volonté de diversifier mais aussi de renforcer le partenariat entre l'Assemblée nationale et l'institution financière. Étant donné que l'Assemblée nationale est nouvelle, nous avons pu aussi les écouter par rapport à leurs besoins immédiats qui sont pratiquement de 3 ordres. D'abord, un besoin d'une information régulière, continue sur ce que nous faisons en Guinée et comment ils peuvent y contribuer. Deuxièmement, c'est un besoin de formation pour des élus qui pour l'essentiel sont nouveaux et qui viennent aussi d'horizons divers. Et finalement, il s'agit d'un besoin d'équipement, de modernisation pour que l'Assemblée puisse jouer pleinement son rôle. Et par rapport à tout cela, nous avons exploré quelques voies et moyens que notre représentant résident sur place va suivre avec eux dans les jours et semaines à venir. Autre entretien, celui qui a eu lieu entre l'honorable Claude Kori Kondiano et l'archevêque de Conakry. Le président de l'Assemblée nationale a fait ce déplacement pour aller témoigner de sa reconnaissance aux efforts de l'Église catholique dans sa formation spirituelle, scolaire, mais aussi universitaire, avant de demander prière de ses co-religionnaires pour la réussite de sa mission. En réponse, l'archevêque de Conakry a rassuré le président de l'Assemblée nationale en ces termes. La confiance que vous mettez en Dieu, vous venez vers moi, vous pensez vous tourner vers Dieu, que je représente humblement, et vous voulez vous confier à Dieu pour que la mission que le peuple de Guinée vous a confiée, vous puissiez la mener selon la volonté de Dieu d'abord et pour le bonheur de la Guinée. Nous prions pour vous, pour que vous puissiez travailler pour mener notre pays le plus loin possible. Une autre rencontre est également projetée pour un entretien entre le président de l'Assemblée nationale et le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry. En bref, le Premier ministre s'est rendu à Boké accompagné d'une forte délégation. Mohamed Saïd Fofana est allé présenter ses condoléances suite au décès d'un jeune homme et constater les dégâts causés chez un autre citoyen du nom de Elhaj Ibrahima Gabi. Le chef de gouvernement a invité les populations de Kakandé à renforcer le tissu social et a promis que lumière sera faite sur ces 2 cas. Notre reporter Hadi Kamara reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Ça y est, c'est connu. L'annonce a été faite en début de semaine. Mamou, la ville Carrefour, va abriter les festivités du 56e anniversaire de notre indépendance le 2 octobre prochain. La nouvelle est favorablement accueillie par les populations. Mamadou Alpha Baldé nous décrit l'ambiance qui y règne depuis cette annonce. La nouvelle est tombée après le dernier conseil des ministres. Depuis, dans la ville Carrefour, le contentement se lit sur tous les visages. Mamou, ville cosmopolite par excellence, abritera le 56e anniversaire de la fête de notre indépendance après Boké Zérékoré. Je suis très content aujourd'hui, très content. Je remercie aussi le professeur Alpha Condé d'avoir organisé cette fête d'indépendance à Mamou. Je suis de Zérékoré, j'ai vu que pour Zérékoré c'était abordable par rapport à nous.
rapport à la population de Djinépoué, nous avons vécu, nous étions très contents. Maintenant, si on dit que cela sera effectué à Mamou, je pense bien que cela aussi sera effectué comme la ville aussi de Djinépoué. Vraiment, nous sommes très contents. La nouvelle est bien perçue par les populations. Ici, nous souhaitons que tout se passe bien et que la fête soit belle. La délocalisation du 2 octobre à l'intérieur du pays n'a pas qu'un caractère festif. Elle permet aussi de créer des infrastructures de base dans les régions hautes. Par exemple, Mamou, qui accueille cette fête dans 7 mois, n'a que 3 hôtels, dont un avec des services appréciables. Il n'y a pas d'hôtel parce que plusieurs fois nous avons reçu des blancs ici du Conseil général du Nord et d'ailleurs. Quand ils sont venus, ils ont vu qu'il n'y a pas d'hôtel à Mamou, il n'y a pas d'eau à Mamou, il n'y a pas de courant à Mamou. Ils préfèrent plus venir de là-bas. Et puisque très souvent nous avons des actions conjointes avec PITA de là-bas, on se retrouve de là-bas parce que c'est là-bas. Nous avons été dépassés par la manifestation grandiose que les populations de Mamou ont réservée à cette information. Nous sommes très contents pour le choix porté par le professeur sur Mamou. Toute la Guinée à Mamou pour la fête de l'indépendance, c'est une première. Si les Mamounais ont l'habitude de vivre cet événement de loin ou devant leur télévision, le 2 octobre prochain, c'est tous les 9 divés du Fouta théocratique, de Kébalé à l'abbé, de Kébo à Timbo, qui pourront vivre la fête en direct et en grande pompe. Célébration hier, 7 février, de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Guinée, l'événement s'est déroulé dans la préfecture de Fourkaria sous le signe « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». Une manière d'interpeller les uns et les autres sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur la santé des femmes et des filles. L'initiative est du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine en collaboration avec l'UNFPI. Hadiada Mamagaswa. Les mutilations génitales féminines ou excisions, qui consistent en l'ablation de tout ou une partie des organes génitaux externes de la fillette, touchent de nos jours plus de 100 à 140 millions de femmes selon l'OMS. Devant cette situation devenue préoccupante, les femmes de Fourkaria ont donc décidé d'abandonner le couteau d'excision, manière de dire non à cette pratique barbare. C'est parce que nous avons constaté plus de méfaits dans cette pratique que de bienfaits. L'excision a plusieurs conséquences sur la santé de la femme. Ce pétard nous a éclairé sur la question. Nous avons décidé d'arrêter définitivement. Consciente que cette pratique perpétrée contre les femmes et les filles a de graves conséquences physiques et psychologiques qui affectent leur santé et leur qualité de vie, les jeunes filles ont témoigné leur soutien à l'initiative. Ça me fait plaisir de voir les femmes abandonner le couteau. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être excisée, mais mes camarades en souffrent. La première dame de la République qui s'engage à soutenir la reconversion des exciseuses et à la prise en charge des victimes a, à travers sa représentante, félicité et remercié les partenaires techniques et financiers. La représentante de l'UNFPI, quant à elle, a reconnu les efforts des autorités guinéennes dans la mise en place des instruments de mécanismes institutionnels juridiques légaux avant de déplorer le taux élevé d'excision en République de Guinée. Lorsque nous prenons la carte de la Guinée par rapport à l'excision, tout le pays est rouge. Tout le pays est rouge. Cela veut dire que nous sommes à des taux qui dépassent 90%. C'est vous qui êtes assises en face de nous et nous qui sommes de l'autre côté qui devons nous donner la main, combattre le fléau pour préserver la santé de nos populations. Le pari est encore loin d'être gagné tant le phénomène persiste dans nos sociétés, ce qui interpelle les acteurs à tous les niveaux à multiplier les sensibilisations en vue de meilleurs résultats. Toujours à propos de la santé, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée ce matin à Conakry. Elle vise 15 préfectures du pays dont la première phase concerne les 5 communes de Conakry et les préfectures voisines de Koya et de Dubreka. La vaccination cible tous les enfants âgés de 6 mois à 10 ans. C'est la commune de Matoto qui a servi de cadre au lancement de la campagne. Sur deux Keira. Très tôt ce matin, dans cette commune considérée comme la plus grande de la capitale, le quartier Anta est l'attraction des tout-petits accompagnés de leurs parents.
Ils viennent se faire vacciner contre l'épidémie de la rougeole qui sévit depuis quelque temps dans la capitale Conakry. L'opération est rendue possible grâce à l'appui inconditionnel des partenaires techniques et financiers. Le monde entier est dans un processus d'élimination de la rougeole. Mais l'OMS voudrait particulièrement attirer l'attention sur le fait que, au-delà des campagnes de vaccination de riposte, il faut faire en sorte que les activités de vaccination de routine soient davantage renforcées pour permettre une couverture vaccinale égale ou supérieure à 90%, tel que prévu dans le plan pluriannuel de vaccination en Guinée. Aujourd'hui, il est bien possible d'éviter les cas et les décès qui sont liés à la rougeole. Le vaccin anti-rougeoleux, utilisé depuis plus de 40 ans, est un vaccin sûr, efficace et peu coûteux. Aucun enfant ne doit mourir de rougeole au XXIe siècle. Le gouvernement guinéen attache du prix à cette opération. Il entend œuvrer pour éviter aux enfants du pays cette maladie fortement contagieuse. Pour y arriver, l'amélioration de la couverture vaccinale semble la meilleure mesure de riposte. Qu'aucun enfant n'échappe à l'équipe de vaccination, que tous les enfants soient vaccinés, que les mères soient sensibilisées afin qu'ils apportent leurs enfants pour qu'ils soient tous vaccinés afin que nous évitions cette épidémie. Ça n'honore pas notre image. Les 406 806 doses de vaccins utilisées lors de cette première phase sont gratuitement offertes par le gouvernement sénégalais à travers le bureau UNICEF du Sénégal. La vaccination se déroule dans les centres de santé et sur les sites identifiés dans les 5 communes de la capitale et les préfectures environnantes de Koya et de Dubreka. 10 autres préfectures de l'intérieur du pays seront concernées par la deuxième phase prévue dans les jours à venir. Également dans l'actualité, le recensement biométrique des fonctionnaires guinéens. Le processus est déjà engagé. Le ministre de la fonction publique a rencontré le mouvement syndical pour lui faire part de sa participation au comité de gestion mis en place à cet effet. Les deux institutions s'accordent sur un partenariat responsable et transparent. Des précisions en images, Baba Kouyati. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration échange avec le mouvement syndical guinéen. La démarche vise à développer un partenariat responsable et transparent entre les deux institutions. Nous avons le sentiment que les perspectives sont très bonnes en ce qui concerne la promotion, le développement d'un partenariat transparent, efficace, ouvert et responsable entre le gouvernement d'une part et le mouvement syndical d'autre part en général et particulièrement entre le mouvement syndical et le ministère de la fonction publique. Le mouvement syndical avait auparavant un cahier de charges qui prenait en compte les stratégies d'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il nous a dit que la rencontre va être tripartite et il y aura la transparence dans ce que nous allons faire désormais. C'était un malentendu, nous nous sommes compris et la page a été tournée. Maintenant, ce que nous souhaiterions, c'est que les choses soient faites comme elles ont été dites. Et cela, je profite de l'occasion pour demander à ce que le travailleur soit respecté. Le ministre en charge de la réforme de l'État a promis aux syndicats leur participation dans le comité de gestion du recensement biométrique des fonctionnaires du pays. En déplacement, le nouveau ministre d'État à la Justice s'est rendu dans les tribunaux de première instance de Mafankou et Kalouma. Maître Cheikh Sako est allé s'enquérir des conditions de travail des professionnels du droit et leur expliquer la nouvelle politique qu'il ambitionne pour le secteur juridique en vue de construire un véritable État de droit. Kerno Younoussaba sur les pas de Maître Cheikh Sako. Maître Cheikh Sako rencontre les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance de Mafankou et de Kaloum. Il s'agit d'expliquer la vision qu'il a pour la justice guinéenne. Une de mes premières préoccupations, c'est la mise en application du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un gage d'indépendance des magistrats, leur impartialité et de tout ce qu'on peut appeler organisation interne au sein du corps. J'ai aussi mis un point sur la situation des infrastructures.
là aussi, c'est un serpent de mer dans ce pays. Le fait que les bâtiments soient délabrés, les conditions de travail des magistrats, il faudrait qu'on y apporte des solutions assez rapidement. Et ça, avec l'aide de l'État, avec la volonté politique et les moyens qui vont être mis à disposition, on pourra y faire face. Au tribunal de Mafanko et à Kaloum, les magistrats ont pris l'engagement de s'investir dans le sens de l'accompagnement du nouveau locataire de la justice. Nous avons besoin de redorer notre blason. La population, nos concitoyens ont besoin d'une justice crédible, accessible. Et aussi, nous ajoutons, il faut que cette justice soit transparente et surtout indépendante. Dans les jours à venir, le ministre d'État à la Justice va sillonner d'autres juridictions du pays pour identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les magistrats afin, dit-il, d'apporter des solutions dans les meilleurs délais. Autre brève dans ce journal, à Kindia, Dansa Kourouma vient d'être élu président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Au cours de cette troisième assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du bureau sortant a été rejeté par 30 congressistes contre 22 sous réserve. Vous aurez les détails sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Intégration africaine, les douanes libériennes et guinéennes conjuguent les efforts pour lutter contre la fraude transfrontalière. À cet effet, une mission de la douane libérienne est en séjour de travail à Conakry pour solliciter la collaboration de celle guinéenne dans le combat de ce trafic. Isidore Gonana, Nanamou de Tunkarata, a suivi les travaux. À la direction générale des douanes guinéennes, les entretiens avec la mission douanière libérienne ont porté essentiellement sur le régime du transit. Le directeur général adjoint des douanes libériennes a exprimé la volonté de sa hiérarchie à coopérer avec la douane guinéenne. L'expérience de l'équipe du colonel Toumani Sangaré à travers la signature des accords de coopération avec les douanes maliennes et sénégalaises dans la lutte contre la fraude transfrontalière inspire la douane libérienne. Nous avons douté que le transit qui quitte au Libéria, ça n'arrive pas en Guinée. Et on doute que peut-être si ça rentre en Guinée, les taxes sont payées frauduleusement. Donc nous avons pris une position de venir voir notre homologue en Guinée pour qu'on peut mettre quelque chose en place, qu'on peut coincer celui qu'ils ont engagé en fraude ou bien c'est gens qui fait la fraude. Après des échanges fructueux, la douane guinéenne s'engage à établir des rapports francs de collaboration basés sur la communication. Des rapports qui, dans un proche avenir, seront matérialisés par un protocole d'accord. Lorsqu'une marchandise va quitter la Guinée pour le Libéria, nous pouvons automatiquement informer la direction générale des douanes du Libéria que la marchandise a quitté avec un ordre de mission tel. On va détailler l'espèce de la marchandise, la valeur. On communique à la direction générale à Morovia qui va prendre toutes les dispositions pour que cette marchandise soit bien reçue et bien dédouanée à la frontière. Comme ça, s'il y a des agents qui sont complices, ils ne peuvent plus rien faire. Au thème des travaux, la mission douanière libérienne a visité les différents services pour toucher du doigt les conditions de travail des responsables. Partout, la mission a salué les efforts de modernisation engagés par la direction générale des douanes guinéennes. Meeting de sensibilisation et d'information sur les acquis du gouvernement au quartier Nongo. L'initiative est de l'Association des femmes de la Guinée forestière en vue de soutenir les actions du président de la République, Moussa Mikini Kamara, Mohamed Alpha Baldi. Elle se mobilise pour un même objectif, soutenir le programme de société du président de la République. C'est une initiative de l'Association des femmes de la Guinée forestière, une association composée de plus de 6000 femmes originaires de la dite localité. Nous sommes déjà ensemble, on s'est donné la main pour soutenir le programme de société du professeur Alpha Condé. Cette initiative suscite beaucoup de satisfaction et augure de belles perspectives pour le parti du RPG Arc-en-Ciel. Je suis très fier que cette mobilisation soutienne le professeur Alpha Condé. Déjà, du côté de la Guinée forestière, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés parce qu'on dit que quand la femme veut, Dieu le veut. Et pourquoi? Parce que c'est la femme qui engendre. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui fait la nation.
Cette grande mobilisation de l'association des femmes de la Guinée forestière a agréablement surpris plusieurs personnalités du pays qui croient à une Guinée forte et progressiste. Mais plus aujourd'hui que l'autre fois, impressionné par le nombre de femmes dans cette union. C'est un bel exemple. Un bel exemple d'unité, un bel exemple de solidarité. Et la Guinée va avancer avec ça. Le 22 février, l'ONG se prépare pour l'organisation d'un autre meeting d'information et de sensibilisation de grande envergure. Cette fois, le lieu choisi est bien le Palais du Peuple. Un ensemble d'outils topographiques pour le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Le matériel va permettre aux services déconcentrés du secteur de mesurer, calculer, enregistrer et de numériser les plans. Un projet financé par le budget national de développement à plus de 600 millions de francs guinéens. Plus de détails avec Saint-Martin Fansenadono. Le ministère de l'Habitat, aujourd'hui département de la ville et de l'aménagement du territoire, bénéficie désormais du matériel topographique. Ce sont 3 stations totales, un scanner différentiel et un système de positionnement par satellite GPS. Le projet est initié par le ministère de tutelle avec un financement du budget national de développement à hauteur de plus de 600 millions de francs guinéens. Ce outil, il est performant, il est précis, il va permettre de faire des levées avec une très grande précision en évitant toutes les erreurs humaines possibles. Il va permettre d'effectuer tous les calculs et il va vous fournir les renseignements que vous voulez sur des supports numériques. Le matériel et va permettre au département de stocker tout ce qui est encore existant et qui est sa mémoire. Cela peut être utile aussi à l'ingénieur génie civil pour pouvoir accéder à toute la documentation des plans d'architecture, d'aménagement, de construction. Ces équipements permettront aux cadres techniques du secteur d'améliorer leurs prestations en vue de maîtriser l'aménagement et l'habitat. Tous affirment que le matériel est performant, sauf que le besoin de formation des utilisateurs se pose. C'est pourquoi les autorités ont souhaité l'appui institutionnel du cabinet Comsan à leur ministère. Un incendie s'est déclaré hier au quartier d'Ixingar. 3 boutiques et leurs contenus ont été emportés par les flammes. Dépêchés sous les lieux, les sapeurs-pompiers aidés par les habitants ont réussi à limiter le dégât. Mais l'origine du feu reste toujours inconnue. Mabin Tsouma, Saliouba. Des tôles, des seaux de peinture et de vernis, tous partis en fumée. C'est aux environs d'1h du matin que le feu s'est déclaré. Cheikh Moussa, un voisin, se promenait alors lorsqu'il a aperçu les flammes devant ce hangar. À l'intérieur, 3 apprentis dormaient à point fermé. Je suis venu trouver qu'il n'y avait personne et puis il a commencé à le chercher, il ne le voyait pas. En ce moment, la flamme commençait à s'enflammer. En plus, en fonction de ça, je suis venu taper la porte et puis il s'est réveillé. Pendant ce temps, il n'était pas seul dans la maison. Le feu s'est aussitôt propagé dans ces 2 boutiques de matériel de construction. Avertis par téléphone, les propriétaires se sont rendus immédiatement sur les lieux pour constater le sinistre. On était surpris hier vers 3h du matin que notre magasin a pris le feu. Ils m'ont appelé hier à 3h30, ils m'ont dit qu'il y a un incendie ici. Je suis venu voir, j'ai trouvé que les voisins nous ont aidés avec les pompiers, ils ont fait sortir. Le peu qu'ils ont fait cette floreste, on a perdu tout. Les sapeurs-pompiers sont arrivés 1 heure après. Aidés par les voisins, les soldats du feu ont réussi à contenir l'incendie qui risquait de se propager. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de ce sinistre. De la culture en bref, les semaines du livre ont été lancées ce samedi même à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pendant 3 semaines, le bloc des amis du livre va sillonner les établissements scolaires de la capitale pour inciter les élèves, étudiants et encadreurs à la lecture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Un mot de religion à présent, une nouvelle mosquée pour les habitants de la cité Sebeka à Simbaya dans la commune de Matoto. L'infrastructure réalisée sur le site de l'ancienne salle de cinéma de Sebeka est financée
financé par Russal CBK. Kerno Ousmane Diallo, reportage. Ce bâtiment était la salle de cinéma de la cité CBK. Fermé durant de longues années, il est aujourd'hui aménagé pour servir de lieu de culte. C'est donc la nouvelle mosquée du quartier dans la commune de Matoto. Plus de 200 millions ont été investis par Russal CBK pour offrir ce cadre de prière aux habitants de la localité. Cette mosquée est notre réponse à la demande des travailleurs, habitants et fidèles musulmans de la cité CBK Simba. Le coût total de réalisation de cette mosquée s'élève à 268 millions de francs guinéens, entièrement financé par la compagnie des bauxites de Kindia. Malgré la crise internationale du secteur minier, Russal CBK continue à aider la population guinéenne. Ces dernières années, la compagnie a apporté sa contribution pour la construction des lieux de culte. Mosquée à Koliagbe, Frigagbe, mosquée en chantier à la cité de Bélé, don de ciment à la mosquée quartier Matoto Centre et à la paroisse Sainte-Odile à Simon Bossia, Ratoma, plus différentes assistances financières accordées aux mosquées à l'occasion des fêtes religieuses. À l'intérieur, 300 fidèles musulmans peuvent s'y regrouper et accomplir leurs obligations religieuses. C'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui voient en ce geste de Russal CBK l'engagement renouvelé à être davantage aux côtés des travailleurs et des communautés. La maison devant laquelle on se trouve, c'était un centre culturel. Nous avons demandé à ce que ce centre culturel-là soit érigé en mosquée. Ça a été bien entendu par notre direction. Et aujourd'hui, voilà qu'on se trouve devant un bijou. Même réaction du côté des responsables du ministère des Mines. Tous se félicitent du climat qu'entretient Russal CBK avec ses travailleurs. Le développement des communautés est une priorité pour le gouvernement du professeur Alpha Condé. Et CBK s'est inscrit en droite ligne sur cette politique. Donc, il nous revient l'honneur de remercier nos partenaires de CBK. L'entreprise russe d'exploitation de la bauxite n'entend pas s'arrêter là. L'amélioration des conditions de vie de ses travailleurs et des populations riveraines est au centre de sa politique. À présent, place à l'invité du journal. Nous recevons en direct sous ce plateau le nouveau président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, Amadou Tam Camara. Bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir, ma femme. Vous êtes le nouveau président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Dites-nous, quelle est votre mission au sein de ce conseil? Merci. La mission, elle est simple. Il s'agit de revaloriser d'abord le travail du journalisme dans notre pays. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le paysage médiatique a connu une véritable métamorphose depuis une décennie, mais pour autant, le métier de journaliste s'est fait avec beaucoup de difficultés parce que tout simplement, la formation n'est pas au rendez-vous et la formation est parfois adaptée. Mais ce n'est pas seulement cette faiblesse et cette défaillance de la formation n'est pas seulement, si vous voulez, uniquement dans le secteur du journalisme, mais dans tous les secteurs socio-professionnels de ce pays-là. Mais donc, nous venons avec l'ambition d'abord de faire de la formation continue pour les journalistes là-bas. Ça n'existait pas dans les anciennes prérogatives de la Maison de la Presse, mais nous allons en faire une priorité. Il y aura des modules adaptés pour former les journalistes en continu au sein de la Maison de la Presse. Avez-vous pris des contacts pour vous venir en aide? Oui, absolument. Les contacts sont en cours. Déjà, il faut savoir que la Maison de la Presse aujourd'hui est financée quasiment à 100% par les fonds français et fonds européens bientôt. Donc, nous sommes en train de prendre des démarches pour que l'État guinéen, parce qu'il s'agit quand même de la Maison de la Presse de la Guinée, que l'État guinéen aussi puisse financer cette Maison de la Presse, parce que c'est le rôle et la place de la Maison de la Presse ne sont plus approuvés dans notre pays. Il y a eu, lors des joutes électorales, notamment en 2010, cette maison a eu à jouer un rôle très prépondérant. Oui, lors des élections présidentielles. Notamment lors de la diffusion des résultats partiels et tout. Aujourd'hui, ici, il tient en moyenne 2 à 3 conférences de presse par jour. Donc, ce qui est un réceptacle
favorable un véritable lieu de rencontre pour les journalistes. Pour les journalistes et pour les acteurs. Pas uniquement les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, les sportifs. Tous y trouvent un creuset dans lequel ils peuvent s'exprimer aisément parce que tout y est réuni. Les journalistes sont là, des foisons de journalistes, et le métier se fait aisément et l'information est diffusée en temps réel. Donc aujourd'hui, il y a cette mission-là de formation qui va être faite, mais il y a également, nous allons mettre en place très vite un fonds de solidarité pour les journalistes. C'est très important. Je voulais en venir, genre assurance, parce que les journalistes, quand ils tombent malades, oui, absolument. Il faut qu'aujourd'hui que la couverture sociale des journalistes s'améliore. Nous allons demander à l'État la mise en place d'un fonds d'aide et de solidarité. Mais tout cela, en plus, il faut que la maison de la presse ait un siège. Aujourd'hui, nous sommes en location et le loyer grève sérieusement nos ressources. Il faut impérativement que aujourd'hui qu'on ait ce local-là. Je pense que le président de la République est dans de bonnes dispositions, mais assez vite, nous allons partir vers lui pour que nous puissions avoir un local. Et très rapidement, quels sont les grands défis qui attendent le nouveau président de la Maison de la Presse? D'abord, comme je viens de le dire, la qualification des journalistes. Ensuite, nous voulons une presse libre, indépendante, mais une presse responsable. En cela, donc, la Maison de la Presse va créer en son sein une cellule qui va s'occuper de l'autorégulation, de sorte qu'il y aura une certaine prévention dans les dérapages dans les médias privés. Une façon de professionnaliser. Absolument, nous allons professionnaliser. Quand il y a des dérapages, quand il y a des manquements dans la presse, nous n'hésiterons pas à appeler nos confrères de venir chez nous. Nous allons nous asseoir, dire en amont, dans la phase gracieuse, parce que la phase contentieuse est gérée par le Conseil national de la communication et la justice. Nous nous occupons de la phase gracieuse. Nous interpellons notre confrère pour lui dire que dans telle émission, il y a tel problème, dans tel journal, il y a tel problème. Corrigeons, voilà comment ça doit se faire, voilà comment ça se fait. Ça se fait ailleurs, ça s'appelle de l'autorégulation. Nous allons le faire dans la Maison de la Presse. C'est donc parti pour une presse responsable et professionnelle. Merci M. Camara d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Amadou Tam Camara est également l'administrateur du site Guinée News Information et en plus il est le président de l'AGIPEL. Le sport en bref, football en déplacement à Nouakchott dans la capitale mauritanienne, le Royal Athletic Club de Conakry a fait un match nul d'un but partout contre le Nouadhibou FC. C'est dans le cadre du match aller des préliminaires de la Champions League africaine des clubs. Le match retour aura lieu à Conakry. Vous aurez le résumé de ce match dans nos prochaines éditions. À tous, merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve demain à la même heure et dans la même édition.